Bonjour et bienvenue pour ce séminaire qui se déroule, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, qui se déroule à Nanterre, un séminaire du laboratoire Charte de l'EPHE qui porte aujourd'hui sur les enfants à haut potentiel et plus précisément au potentiel intellectuel et plus précisément sur la recherche concernant les enfants au potentiel intellectuel. Alors je vais vous parler pendant à peu près 40 minutes de ce sujet avec vers la fin vous verrez une référence à un article très récent. Mais au départ, je vais peut-être être un peu général sur la recherche concernant les enfants précoces ou surdoués ou au potentiel. Je prends tous ces mots, surdoués, précoces, au potentiel, comme synonymes. Pour moi, c'est pas le plus important, la dénomination. Donc voilà, prenez tout ça comme synonyme pendant toute mon intervention. Donc je vais vous parler de science, d'un peu loin, si on veut, puisque je vais vous parler des difficultés qu'il y a à faire des recherches sur ce sujet, mais vous proposer aussi des solutions, mais également, et quelque chose que j'ai jamais fait probablement, en tout cas dans un séminaire de ce genre-là, je vais vous parler un petit peu aussi de politique. J'essaierai de bien faire la distinction entre ce qui relève des opinions et de la politique et puis ce qui relève vraiment de la science. Voilà, donc attendez-vous à avoir des considérations un peu politiques, des opinions, donc évidemment on n'est pas obligé d'être d'accord, c'est subjectif, mais aussi des morceaux de science dedans, vous inquiétez pas. Alors juste pour placer un peu le sujet et puis voir de quoi on parle, je vais commencer peut-être par vous présenter les deux premières études qu'on classe aujourd'hui dans le champ de la recherche sur le haut potentiel intellectuel. Haut potentiel intellectuel, pour ceux qui n'auraient aucune idée de ce dont il s'agit, je vais donner une définition qui sera affinée un peu plus tard peut-être, toute simple. Un enfant ou un adulte est considéré comme à haut potentiel intellectuel si son QI dépasse 130. Voilà, c'est la définition la plus courante. On verra après qu'il y en a d'autres et qu'il y a des discussions sur la bonne définition, mais en tout cas vous pouvez prendre ça comme définition provisoire, c'est-à-dire voilà, haut potentiel, ça veut dire intelligence supérieure tout simplement. Alors une des toutes premières études qui abordait la question, c'est celle de Galton, dont vous avez ici la couverture, c'est la couverture du livre publié en 1869 qui parle de ça, sur les génies héréditaires. Donc là, Galton parlait de génie, c'est un mot qui est tombé en désuétude il y a un siècle maintenant en psychologie, et Galton s'interrogeait sur le caractère héréditaire ou non du génie. Des critiques ont été faites sur cette étude qui conclut donc qu'effectivement il y a quelque chose d'héréditaire, mais des critiques ont été faites et qui sont tout à fait recevables. La première, c'est que Galton a confondu intelligence supérieure et haut rang social, c'est-à-dire qu'en réalité ce qu'il appelle un génie, c'est quelqu'un qui est reconnu socialement. Et puis deuxième problème très important, Galton confond aussi l'hérédité au sens de la génétique, on dirait maintenant, et la transmission culturelle, puisqu'en fait essentiellement son argumentaire est basé sur des cas d'agrégation familiale, et donc il montre que les génies se retrouvent plus dans les mêmes familles, mais vous savez sûrement qu'il y a des effets culturels importants là-dedans, et quand vous découvrez par exemple qu'un nouveau comédien en vogue est le fils d'un réalisateur, peut-être vous ne pensez pas tout de suite à des effets génétiques. Deuxième étude, et probablement la plus célèbre qui concerne les enfants précoces, c'est celle de Terman, la plus longue étude de toute l'histoire de la psychologie, a-t-on dit, qui a débuté au tout début du XXe siècle, qui a fait l'objet de la publication de au moins 5 livres, je ne suis pas tout à fait sûr du nombre. Ce qu'a fait Terman, c'est qu'il a étudié dans une étude longitudinale, donc très très longue, qui a duré à peu près un siècle, l'évolution d'enfants avec des QI supérieurs. L'équivalent maintenant ce serait QI supérieur à 135. Voilà, donc il a recueilli 1444 participants, enfants au départ, puis il les a suivis tout au long de leur vie, donc on sait ce qu'ils deviennent. C'est une étude très importante parce qu'elle permet d'avoir une idée très fiable de ce que sont devenus ensuite les enfants précoces, mais comme pour l'étude de Galton, il y a eu quand même des critiques dont certaines sont tout à fait recevables. Par exemple, le fait que l'échantillon est biaisé au départ puisque Terman a choisi ses enfants dans des milieux aisés. Et donc on a une sous-représentation des classes sociales faibles dans son échantillon. Et puis il y a des choses un peu plus graves comme le fait que Terman a par exemple rédigé des lettres de recommandation pour que l'un des participants à son étude ait un poste. Donc évidemment, s'il intervient directement, ça peut jouer. Et même indépendamment de ça, là c'est des erreurs, presque des fautes professionnelles, mais indépendamment de ça, une critique qui a été souvent faite, c'est tout simplement
que dans cette étude, eh bien, les participants savaient qu'ils participaient à une étude sur les enfants surdoués, et c'est sûr que ça peut complètement modifier une vie, ne serait-ce que par le truchement de l'estime de soi. Donc voilà, deux grandes études très intéressantes qui ont apporté beaucoup de connaissances, si on veut, sur le sujet, mais qui toutes les deux ont été critiquées pour de bonnes raisons. Voilà, on va parler maintenant de deux points qui me paraissent vraiment fondamentaux quand on aborde la question des surdoués. Alors c'est très important à la fois pour pouvoir lire les résultats de la science et pour pouvoir participer à la science sur le sujet. Le premier point, c'est la question de la définition, et puis le deuxième, plus important, dont on parlera après, c'est le problème de l'échantillonnage. Alors en ce qui concerne la définition, vous avez un article ici, Stephen Seckars de 2000, qui recense les définitions officielles des différents États aux États-Unis concernant la précocité intellectuelle, et donc il montre que les États qui ont des définitions officielles simplement parce qu'aux États-Unis, on a une politique active en faveur des enfants précoces, c'est-à-dire qu'on souhaite leur fournir les moyens de s'épanouir pleinement, ce qui n'est pas le cas partout, mais là-bas c'est le cas. Et donc Stephen Seckars montre qu'au fil des ans et d'un État à l'autre également, les définitions varient énormément. Donc pour prendre quelques exemples de choses qui varient, dans certains États, la créativité entre en compte, dans d'autres, elle n'entre pas en compte. Dans certains États, les résultats scolaires sont pris en compte, dans d'autres, non. Dans certains États, des traits de personnalité comme la volonté, la motivation, l'investissement cognitif sont pris en compte et dans d'autres pas. Dans certains États, on peut parler d'enfants à haut potentiel pour les arts, le sport, le leadership, et dans d'autres pas, etc., etc. Et en fait, en faisant leur recension, ils trouvent qu'il y a 29 définitions différentes de la précocité aux États-Unis, officielles. Et le seul critère qui revient tout le temps, c'est le critère de l'intelligence. Il ne revient pas toujours de la même manière. Parfois, on dit qu'un enfant, par exemple, on pourra dire qu'un enfant est à haut potentiel s'il est à la fois très fort en art ou en sport, par exemple, et qu'il a une intelligence au moins dans la norme. Donc ça, voilà, l'intelligence apparaît, elle apparaît toujours, mais pas toujours avec un seuil, pas toujours avec le même seuil en tout cas. Alors ça, c'est du côté de la politique. Du côté des sciences, le tableau n'est pas beaucoup plus reluisant, et il y a eu une méta-analyse de Karman qui a comparé les définitions, qui a étudié plutôt les 104 publications qu'elle a pu trouver de comparaison entre un groupe de surdoués et un groupe contrôle. Donc elle a sélectionné sur la base de la qualité de la méthodologie les 104 recherches qu'elle a pu trouver, et elle a regardé quelle définition était utilisée, quelle méthode était utilisée pour trouver les surdoués. Sur ces 104, je vous laisserai faire le calcul, sur les 104 études trouvées, seulement 62% utilisent un test d'intelligence, c'est-à-dire à peu près 2/3 utilisent un test d'intelligence, un peu moins. Et seulement la moitié, c'est-à-dire 32% du total, fixe un seuil à 130%. Autrement dit, la définition la plus courante, qui est un enfant est dit surdoué ou à haut potentiel, etc., si son QI dépasse un seuil de 130, n'est utilisée que dans un tiers des publications qui portent sur ce sujet. Et encore, on est loin du compte, parce que dans ce tiers, tous ne s'arrêtent pas à cette définition-là, c'est-à-dire que certains ajoutent des critères d'inclusion ou des critères d'exclusion. Dans les critères typiques qu'on rajoute parfois, il y a le fait d'avoir un QI homogène, donc certains rejettent les QI hétérogènes et d'autres pas, etc., etc. Et puis dans la vraie psychologie clinique, assez souvent, les psychologues utilisent encore une autre définition, toujours basée sur le QI, qui est que un enfant est précoce si soit son QI de performance, soit son QI verbal dépasse de 2 écarts types la moyenne, ce qui est encore une autre définition. Bref, vous l'avez compris, il y a énormément de définitions, ça part dans tous les sens, il y a des critères qui sont parfois ajoutés, parfois pas, d'inclusion, d'exclusion, on prend en compte soit uniquement l'intelligence, soit l'intelligence plus des critères additionnels, et même ceux qui se basent sur le QI choisissent des seuils qui sont très variables, puisqu'on a des seuils qui vont de 120, 110 même dans certaines études, jusqu'à 145 ou 160 dans certaines études. Voilà, pour clore cette question des définitions, mais vous avez compris mon message principal, qui est que les définitions sont extrêmement variées, ce qui n'est pas problématique en soi, mais ce qui est problématique, c'est qu'il n'y ait pas finalement un consensus après un siècle de recherche. Je vais vous dire un petit mot sur l'essentialisme, qui me semble être une grossière erreur. Mais là, on sort un peu de la science, c'est une opinion que je vous donne ici. L'essentialisme, qu'est-ce que c'est dans le cadre des enfants surdoués? C'est cette idée qui veut qu'il existe en soi
un ensemble d'enfants, qu'on va appeler les enfants surdoués par exemple, qui sont radicalement différents, qualitativement différents du reste de la population et qu'on doit identifier. Et le travail des chercheurs n'est pas de définir les enfants surdoués, mais de découvrir les enfants surdoués et de savoir qui ils sont. Alors on en reparlera tout à l'heure quand je vous parlerai des légendes et des mythes qu'il y a sur les enfants surdoués, mais simplement un mot sur la manière dont moi je vois les choses. On n'a pas, quand on regarde la courbe de QI, quelque chose comme la courbe du bas ici. On a quelque chose comme la courbe du haut, vous le savez. Si on observait quelque chose comme la courbe du bas, évidemment, on serait fondé à dire apparemment il y a peut-être une mutation, quelque chose de pathologique, différent, je ne sais pas, un groupe qualitativement différent des autres. Lorsqu'on observe la courbe du haut, on a plutôt l'impression d'un continuum, et c'est exactement ce qu'on a. On a un continuum sur le QI et sur la créativité aussi, par exemple. Et dans ce continuum, bien sûr, il y en a qui sont aux extrêmes, qui sont dans les queues de distribution et qu'on peut étudier légitimement, bien sûr, et qui ont certainement en moyenne des particularités. Mais quand on décide d'étudier ceux qui sont au bout de ce continuum, il n'y a pas de sens a priori, il n'y a pas, disons, de raison extérieure aux chercheurs à fixer un seuil qui soit de 130 ou de 140 ou de 120. Donc évidemment, ça change des choses de prendre 120 ou 140, mais l'un n'est pas plus légitime que l'autre, puisqu'on ne voit pas de différence. Et donc dans mon esprit, le rôle du chercheur n'est pas de découvrir qui sont les enfants précoces, mais de définir d'abord ce qu'il appelle enfants précoces pour ensuite les étudier. Et il n'y a pas une définition qui prévaut sur une autre jusqu'à preuve du contraire. Voilà, je m'arrête là pour la question de la définition. Je vais parler du deuxième problème qui me paraît beaucoup plus important dans les recherches sur les enfants précoces, qui est le problème de l'échantillonnage. Alors le problème de l'échantillonnage vient du fait que les enfants précoces sont invisibles a priori, c'est-à-dire on ne repère pas comme ça les enfants précoces, on ne les emmène pas non plus consulter parce qu'ils sont précoces. Certains se retrouvent en hôpital psychiatrique, mais ce n'est pas parce qu'ils sont précoces au départ qu'ils se retrouvent là. Ils ne sont pas nécessairement brillants à l'école, et ils ne sont pas nécessairement mauvais à l'école, donc on ne peut pas non plus les détecter à partir de ça. C'est très problématique. Les enfants précoces représentent, avec la définition la plus courante d'un QI supérieur à 130, à peu près un enfant sur 40. Et c'est problématique parce que c'est une population invisible et qui représente une toute petite minorité de l'ensemble de tous les enfants. Alors si on imagine dans l'absolu, si on voulait faire une étude pour comparer les enfants précoces et les enfants ordinaires, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On pourrait se dire, on va prendre un échantillon d'enfants précoces et un échantillon d'enfants ordinaires, et puis une centaine de chaque, et puis on va les comparer. Trouver une centaine d'enfants ordinaires, c'est facile. On peut ensuite, on en prend 150, on leur fait passer un test de QI, et puis tous ceux qui ne sont pas dans la norme, on ne les prend pas en compte. Mais trouver une centaine d'enfants précoces qui soient comme choisis au hasard dans la population générale, c'est beaucoup plus difficile. Dans l'idéal, ce qu'il faudrait faire, c'est faire passer un test d'intelligence à plein d'enfants choisis au hasard pour repérer une centaine d'enfants précoces, mais on peut s'attendre à faire passer, avec cette méthode, 4000 questionnaires, ce qui est quand même assez énorme, et c'est très coûteux en temps et en argent. Raison pour laquelle la quasi-totalité des études font autrement. C'est-à-dire c'est rarissime qu'une étude se base vraiment sur un échantillon de la population générale. Alors comment on fait la quasi-totalité des chercheurs sur ces questions? Eh bien, une première méthode, c'est une présélection. C'est ce qui a été utilisé par exemple par Terman. Présélection, ça veut dire qu'on va demander en général aux enseignants, mais ça peut être aussi les parents, ça peut être aussi le directeur d'école, ou que sais-je encore, on va demander le plus souvent aux enseignants donc de désigner dans leur classe 2 ou 3 élèves qui d'après eux pourraient être précoces, on n'en est pas sûr, mais on va les tester ensuite. Quand on fait ça, Terman, qui avait conscience des limites de cette méthode, a vérifié ce que ça donnait en faisant passer le test de QI dans certaines écoles à tous les enfants. Et ce qu'il a observé alors, c'est que en utilisant la présélection par les enseignants, on repère 80% des enfants précoces. Alors d'un côté, 80% c'est beaucoup, on les a presque tous, c'est formidable. D'un autre côté, les 20% qui restent sont exactement les 20% qui correspondent le moins aux stéréotypes sur les enfants précoces partagés par les enseignants. Or, par ailleurs, on sait, parce qu'il y a eu des études là-dessus, c'est beaucoup plus simple à faire que les enseignants ont des idées parfois fausses sur les enfants précoces. Ils peuvent par exemple penser qu'un enfant précoce est nécessairement brillant ou au contraire nécessairement en échec scolaire, même si c'est plus rare. Et donc ce qu'on a, c'est un échantillon qui est biaisé, on a raté 20%, et ce sont les 20% qui correspondent le moins aux stéréotypes. En faisant ce genre de présélection, on est condamné, pour ainsi dire, à valider les stéréotypes, ce qui est très problématique. Alors deuxième méthode utilisée par les chercheurs, ça a consisté
à aller chercher dans des populations particulières où ils savent qu'il n'y a que des enfants surdoués. Donc par exemple, on va chercher notre échantillon d'enfants surdoués auprès d'associations de parents d'enfants surdoués, auprès d'écoles pour enfants surdoués, ou auprès de, comme ça se fait beaucoup à Lyon, auprès de services de psychiatrie qui reçoivent entre autres des enfants surdoués. En faisant ça, et quelle que soit la sous-population qu'on a pris, on a toujours un biais qui est potentiellement énorme. Si on va voir les associations de parents d'enfants précoces, on a une surreprésentation des enfants précoces à problème, évidemment, puisque les parents vont pas, ou moins en tout cas, adhérer à des associations pour enfants précoces s'il n'y a aucun problème, si leur enfant est juste brillant à l'école, a des amis et se porte très bien. Ils y vont en général parce qu'il y a un problème. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons pour lesquelles il y a une partie des mythes dont je vais vous parler tout à l'heure. Si on va chercher les enfants précoces dans des écoles pour enfants précoces, en général, on a accès à des enfants qui réussissent nécessairement à l'école, parce qu'ils ont aussi été sélectionnés là-dessus, et c'est donc à nouveau, potentiellement, un échantillon biaisé, puisque certains élèves précoces peuvent échouer à l'école et ils ne seront pas acceptés dans ces écoles. Si on va dans des services de psychiatrie, ou si on convoque des enfants qui ont été désignés par des psychologues en ville, comme c'est fait très souvent, et bien là encore, comme dans le cas des associations, on a une surreprésentation mécaniquement des enfants précoces avec troubles associés, parce que tout simplement, un enfant précoce ne se retrouve pas dans un département de psychiatrie, sauf cas exceptionnel, disons, a moins de chances de se retrouver en hôpital psychiatrique, en tout cas parce qu'il est simplement précoce. En général, il est là-bas pour un autre problème, parce qu'il est anxieux, parce qu'il a un trouble quelconque, des conduites ou que sais-je. Et donc on a dans tous les cas des échantillons biaisés. La présélection biaise l'échantillon, les sous-populations utilisées biaisent l'échantillon, pas forcément dans le même sens, mais à chaque fois l'échantillon est biaisé, et c'est très problématique parce que la quasi-totalité des recherches est basée sur ce genre de choses. Alors je dis la quasi-totalité, puis je vais aussi vous donner des idées pour dépasser ce problème un petit peu, pour résoudre ce problème. D'abord, donc je vais vous proposer, disons, 3 solutions pour résoudre ce problème. La première solution, c'est de mettre en commun les efforts de plusieurs chercheurs pour pouvoir développer une vraie étude sur la population générale de grande envergure qui permette d'avoir accès à une centaine d'enfants surdoués, par exemple. Mais pour ça, encore une fois, il faut miser sur un échantillon de 4000 enfants au départ. Donc c'est assez considérable. Ça a été fait par le passé de temps en temps. Et notamment, il y a une grande étude dans les années 60 en France sur le niveau intellectuel des enfants d'âge scolaire. On a fait passer un test d'intelligence et toutes sortes de questionnaires à 126 000 enfants, et qui a donné des résultats assez optimistes, un peu comme ceux de Terman et de, moins de Galton, mais un peu comme ceux de Terman. C'est-à-dire qu'on a montré que les enfants précoces réussissent plutôt mieux à l'école, sautent plus souvent des classes et en redoublent moins, et sont considérés dans la quasi-totalité des cas comme de bons élèves par les enseignants. Donc en général, ça se passe bien pour eux. Les études de grande envergure, voilà une première solution donc, qu'on peut utiliser. Juste un petit détail, je redis que cette enquête nationale sur le niveau intellectuel des enfants d'âge scolaire en France, qui est très, très intéressante, mais relativement limitée à la fois sur l'âge et puis sur le nombre de questions qui étaient posées. Donc on ne sait pas tout, évidemment, il y a encore beaucoup de questions ouvertes. Si on n'a pas les moyens, et évidemment on ne pourra pas faire ce genre d'études très souvent, si on n'a pas les moyens de faire ce genre d'études, on peut utiliser d'autres méthodes. Par exemple, des études cas témoins où on compare, et je vais vous donner tout de suite un exemple, des personnes qui ont une certaine pathologie, par exemple, et ceux qui ne l'ont pas. Voilà, exemple, il y a eu une étude scandinave, par ailleurs assez mal faite, pour essayer de trouver si les enfants précoces étaient plus souvent schizophrènes que les autres. Au lieu d'aller chercher un échantillon d'enfants précoces et un échantillon d'enfants ordinaires pour voir s'ils sont schizophrènes, ils ont fait l'inverse. C'est ça une étude cas témoin. Ils ont comparé simplement la population générale à ce qui se passe chez les schizophrènes. Donc ils ont choisi un échantillon de schizophrènes à qui ils ont fait passer des tests d'intelligence. En fait, ce n'était pas tout à fait ça. Et en comparant comme ça le pourcentage de surdoués parmi les schizophrènes au pourcentage dans la population générale, eh bien on arrive à dire si oui ou non les schizophrènes sont plus ou moins surdoués. La réponse est non. Les surdoués ne sont pas plus souvent schizophrènes que les autres, plutôt moins. Donc les études cas témoins, voilà une deuxième solution. Et enfin la troisième solution qui a déjà été utilisée très souvent, c'est simplement les études de corrélation, donc beaucoup plus générales. On prend un échantillon dans la population générale et on cherche à lier le QI avec une variable qui nous intéresse. Donc un exemple typique où ça a été fait, c'est pour la créativité. Ça fait longtemps que les gens pensent que l'intelligence est liée à la créativité et que les surdoués sont plus créatifs que les autres. On peut le faire
avec un gros échantillon de la population générale. Si vous avez un gros échantillon de la population générale avec quelques enfants surdoués dedans, même s'il n'y en a que 4 ou 5, si vous observez, et c'est le cas, on observe effectivement ça, que la courbe générale qui donne la créativité moyenne en fonction du QI augmente, donc est croissante à partir des QI de 40, puis 60, puis 70, etc., ça n'arrête pas d'augmenter, eh bien ça vous donne un argument très fort, même s'il y a très peu de surdoués dans votre échantillon, pour dire qu'effectivement les surdoués sont plus créatifs que les autres, puisqu'on ne voit à aucun moment dans cette courbe redescendre la créativité, alors qu'on a quelques cas de surdoués. Voilà, donc il y a au moins 3 manières, disons, de dépasser toutes ces difficultés, mais c'est malheureusement assez rare, et dans la plupart des cas, eh bien, on a soit une présélection, soit on va piocher dans une sous-population problématique qui est biaisée. Voilà, on va maintenant faire un petit détour à l'extérieur de la science, disons, et je vais vous parler un petit peu de problèmes qui, à mon avis, sont importants et dont les chercheurs doivent s'emparer, mais qui ne concernent pas directement la science, qui concernent plutôt les médias et le monde politique. Ce problème, c'est celui de la représentation des enfants surdoués dans le grand public, tel qu'il est reproduit et répandu par les médias, et puis donc ça arrive maintenant, je vous dis, jusqu'au ministère. Alors pour le dire en très peu de mots, parce que je n'aurai pas le temps de détailler beaucoup, mais pour le dire en très peu de mots, il y a une sorte de légende qui s'est développée sur les enfants surdoués, de victimisation, où on présente les enfants surdoués et les adultes aussi surdoués comme des handicapés. Le mot a été utilisé plusieurs fois sur des sites que je suis. Donc on dit que la douance, en fait, c'est un handicap caché et que ce sont des victimes qui souffrent et il faut prendre en compte cette souffrance. Voilà, c'est l'idée qui est répandue dans les médias et ce n'est pas du tout l'idée qui ressort de la littérature scientifique qui montre plutôt que en général, et voilà, sauf quelques cas particuliers, les enfants précoces ont plutôt de la chance, réussissent mieux, sont plus heureux, sont moins anxieux, etc. Alors je caricature à peine ici. Alors, je vais vous montrer simplement 1 ou 2 exemples de légendes, disons, ou d'affirmations qui illustrent un peu cette légende. Là, vous avez, ne regardez pas tout, mais simplement c'est tiré d'un site d'information sur les enfants précoces, et on peut lire donc, en gros, cette idée que les enfants précoces ont un mode de pensée radicalement différent du reste de la population. Dans cette histoire de pensée en réseau que vous voyez ici en gras, évidemment, vous reconnaissez la pensée divergente, et il est vrai que les enfants précoces ont des scores de pensée divergente plus élevés. Par contre, il est faux qu'ils ont un mode de pensée différent. Pourtant, ça, c'est une idée qui est répandue. En fait, on essaye de présenter, ou disons, la légende présente les enfants précoces comme des enfants qui sont radicalement différents des autres, qui sont qualitativement différents des autres, et qui, à cause de cette différence, sont rejetés et souffrent d'un ensemble de problèmes émotionnels, comportementaux, etc. Là, vous avez un autre exemple avec des affirmations biologiques, parce que ça fait toujours plus chic, où on vous dit que la vitesse neuronale est double chez les enfants précoces par rapport aux enfants ordinaires. J'ai cherché, j'ai demandé à des gens qui affirmaient ça quelles étaient leurs sources, et j'ai jamais eu aucune réponse. Donc en fait, à ma connaissance, il n'y a absolument aucune étude qui va dans ce sens-là. Il y a bien des études d'imagerie cérébrale qui montrent des différences moyennes entre enfants ordinaires et enfants précoces, par exemple. Des études sur la densité des réseaux neuronaux, mais sur la vitesse de l'influx nerveux, il n'y a rien. Et pourquoi ça fait une différence? Parce que la densité, c'est quelque chose de continu, de quantitatif, alors que si véritablement les enfants précoces avaient une vitesse de transmission des influx nerveux 2 fois supérieure à la population normale, là on rentrerait quasiment, c'est discutable, dans une différence qualitative. C'est l'idée qu'ils essayent de faire passer, enfin, que beaucoup ont, et qui est fausse. Alors j'ai fait simplement un petit tableau ici avec quelques exemples, pour vous donner des exemples de choses, disons, de traits qui sont très régulièrement attribués aux enfants précoces, comme l'humour, l'hypersensibilité, le fait d'être dépressif, anxieux, etc. Et puis, ce que vous avez ici, la barre de couleur, qui est rouge en bas et verte en haut, ça indique le niveau de preuve. La barre du milieu correspond à peu près aucune preuve. Alors évidemment, c'est très grossier comme schéma. Tout en haut en vert, ça veut dire que ce sont des choses bien établies, et tout en bas en rouge, ce sont des choses dont on a bien démontré qu'elles étaient fausses. Et donc vous voyez que dans la légende des enfants précoces, il y a certaines choses qui sont vraies et d'autres qui sont fausses. Par exemple, le fait qu'ils sont plus créatifs que les autres, ça c'est certain. Par contre, qu'ils soient handicapés ou plus anxieux, ça, on a démontré le contraire. Ils ne sont pas plus anxieux que les autres, il y a des méta-analyses là-dessus. Et je vais vous montrer tout à l'heure des résultats récents qui vont un peu dans le même sens. Alors comme toujours en science, évidemment, ça pourrait changer un jour si on avait de nouvelles données, mais pour l'instant, disons,
C'est contraire à la science d'affirmer que les enfants précoces sont plus anxieux ou dépressifs ou en échec scolaire que les autres. Alors pourquoi des idées comme ça qui sont fausses peuvent se répandre dans la population générale à un point parfois invraisemblable? Eh bien, à mon avis, c'est comme pour plein d'autres champs de la science, hein, c'est évidemment pas du tout spécifique aux surdoués. Le problème principal, je pense, vient du fait que les médias ne savent pas identifier les experts. En science, on identifie les experts à partir de leurs arguments, leurs diplômes, avec qui ils sont liés. Alors tout n'est pas complètement rationnel, mais enfin, ça a toujours un lien, en tout cas, avec la recherche. Les médias identifient un expert en utilisant... comme on choisit les experts, ils sont représentatifs. On regarde s'ils ont des diplômes, ça c'est très bien. Voilà, c'est une bonne raison. Ça va. Ensuite, on regarde s'ils ont écrit des livres en français grand public. Voilà comment on fait. Et non pas des articles scientifiques. C'est pas un article scientifique qui vous fait passer à la télé. C'est un livre grand public. Et ça, c'est un premier problème. Donc vous savez qu'il y a dans le monde en psychologie, hein, il y a des gens très connus sur Google qui passent régulièrement dans les médias, qui sont presque abonnés aux médias et qui, du point de vue scientifique, n'ont à peu près aucune production. Mais ils ont été identifiés par les médias comme des experts et ils passent auprès de la population générale pour les plus grands experts de tel ou tel domaine de la psychologie. C'est partout pareil dans les sciences. Autre point qui fait qu'on peut passer à la télé, donc on a un accès privilégié aux médias et qu'on est considéré par conséquent par les médias comme un expert, c'est le message qu'on a à donner et la manière dont on le dit. Alors ça, malheureusement, ça joue aussi énormément en science, ce qui peut être problématique par ailleurs, mais là on parle des médias. Ça veut dire qu'il faut être un bon orateur, et ça c'est à peu près indépendant de la qualité scientifique, on peut imaginer, et d'autre part, il faut livrer un message qui est télégénique. Et alors ça c'est très problématique parce qu'à chaque fois que la science, c'est pas toujours le cas, mais parfois la science a des résultats qui sont mitigés. On dit, comme je vous ai dit tout à l'heure, où certains éléments de la légende sont vérifiés et d'autres au contraire sont faux, et puis pour d'autres on n'en sait rien. Voilà, ce genre de message, ça n'est pas télégénique, ça peut pas passer dans une grande émission, et à cause de ça, quelqu'un qui tient ce discours ne peut pas avoir un accès aux médias aussi important que celui qui dirait soit que les enfants précoces sont des victimes tout le temps, soit on nous raconte que des conneries, et en fait les enfants précoces ne sont pas du tout des victimes, mais sont au contraire avantagés dans tous les domaines. Je vais vous donner un tout petit peu un petit exemple ici avec un tableau pour vous montrer que malheureusement, cette distorsion qu'on observe dans les médias, on l'observe maintenant aussi, sans doute parce que les associations d'enfants précoces sont actives, et donc je ne pense pas qu'ils soient de mauvaise foi du tout, hein, simplement ils ont une idée sur les enfants précoces, ils veulent la faire valoir, et ils sont beaucoup plus efficaces que les chercheurs en fait, pour avoir accès non seulement aux médias, mais ensuite par le truchement des médias, jusqu'au ministère. Et donc voilà quelque chose qui a été publié par le ministère de l'Éducation nationale pour informer les enseignants, mais pour qu'ils soient capables de reconnaître les enfants précoces, où on a une liste de particularités socio-affectives, voilà, il y en a 9, et pour vous simplifier la tâche, j'ai colorié en rouge ce qui est faux, soit démontré faux, soit on n'a aucune preuve qui est dans ce sens-là, et j'ai colorié en vert les 3 qui correspondent à ce qui va plutôt dans le sens de la science, avec parfois très peu de preuves. Par exemple, sens aigu de la justice, réaction face à l'injustice, les preuves sont essentiellement des études de cas, des anecdotes. Ça ne va pas beaucoup plus loin que ça. Néanmoins, la littérature scientifique va plutôt dans ce sens-là. Donc vous voyez que maintenant, le ministère inscrit dans ses textes des faits, entre guillemets, enfin des choses qui sont fausses, et qui sont transmises aux enseignants, et qui, pour eux, ça a valeur scientifique, évidemment. Hein, on leur dit, ce sont des experts qui ont créé ces listes-là. Donc c'est très problématique déjà dans les médias, mais c'est encore plus problématique, évidemment, quand ça arrive au ministère, parce que là, ça peut valider, en quelque sorte, certains traits de légende. Alors, pour vous montrer le décalage qu'il y a, je vais vous dire un tout petit mot sur 2 thèmes particuliers, mais alors très rapidement, parce que je vois que l'heure tourne. L'anxiété et puis l'échec scolaire. Alors, en ce qui concerne l'anxiété, pour montrer le décalage, voilà ce que j'ai fait. J'avais fait un petit sondage sur un groupe. Alors évidemment, ça ne représente pas grand-chose. C'est un groupe particulier d'informations sur la précocité intellectuelle sur Facebook. J'ai fait un sondage. Beaucoup de gens avaient aimablement répondu. Et la question était, est-ce que vous pensez que les enfants précoces sont en général plus anxieux, moins anxieux ou aussi anxieux que les autres enfants? Et on a eu comme réponse 83%
de personnes répondant plus anxieux et 17% répondant moins anxieux, identiques, pardon, avec 0% de moins anxieux. Personne n'a pensé que les enfants précoces étaient moins anxieux que les autres. Voilà, ça c'est sur un groupe. Ce serait probablement très différent dans d'autres groupes, on est bien d'accord. Ce qu'on a pu observer, donc ça montre quand même, au moins dans un groupe, mais c'est un groupe qui concerne quand même plusieurs milliers de personnes, l'idée générale, disons, qu'on a sur les enfants précoces. Et puis, pour comparer ce que dit la science, j'ai regardé les articles, dans une petite méta-analyse, les articles sur Google Scholar et d'autres choses, qui comparent expérimentalement l'anxiété chez les enfants précoces et chez les autres. Et vous voyez un tableau tout à fait différent, où la réponse plus anxieux, qui était ici majoritaire, est ultra minoritaire et en plus concerne uniquement 2 études très mal faites et qui ne concernent que des sous-populations à chaque fois. En réalité, la science conclut plutôt que les enfants précoces ne sont pas plus anxieux que les autres, même très clairement, il y a un consensus là-dessus, peut-être moins, et peut-être qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Voilà, ça c'est juste un tableau pour vous montrer les différentes études que j'ai prises en compte dans ma méta-analyse, et les 2 qui sont en orange correspondent aux 2 seuls qui concluent que les enfants précoces sont quelquefois plus anxieux. Mais vous voyez qu'ici, je ne rentre pas dans les détails parce que je n'ai pas le temps, mais vous voyez que la première conclut que les filles surdouées sont plus anxieuses que les autres, mais ce n'est pas vrai pour les garçons. Et dans la deuxième, il y a une conclusion sur l'anxiété, mais qui ne concerne qu'un type très particulier d'anxiété, dont je vais pas dire plus que ça. Deuxième question, la question de l'échec scolaire, qui est très souvent mise en avant par les associations, qui disent « Attention, si on ne s'occupe pas des enfants précoces, ils sont à risque d'échec scolaire ». Et on a des affirmations sur les pourcentages d'enfants précoces en échec scolaire qui sont plus ou moins folkloriques. Le nombre qui revient le plus souvent, c'est 30% d'enfants précoces en échec scolaire au collège. C'est basé sur des études absolument pas fiables, sur des études auprès de parents d'enfants précoces qui sont dans des associations de parents d'enfants précoces, mais on peut voir aussi des nombres encore beaucoup plus grands. Donc là, voilà ce que j'ai glané sur Internet. Vous avez un site qui annonce 50% d'échecs scolaires chez les surdoués, et puis le Figaro étudiant qui annonce 70% d'échecs scolaires chez les enfants surdoués. Alors, je n'ai pas trouvé de données vraiment fiables sur le taux d'échec scolaire des enfants précoces en France qu'on puisse utiliser pour contrer, disons, ce genre de statistiques sorties de nulle part, mais il y a en tout cas beaucoup d'éléments pour penser que ça n'est pas 30% et que c'est beaucoup moins, et en tout cas pour penser avec une quasi-certitude que les enfants précoces ont non pas un risque accru d'échec scolaire, mais à l'inverse, un risque plus bas d'échec scolaire. Alors pour vous donner un exemple d'argument un peu indirect, ça c'est sorti du livre de Macintosh qui relate un petit peu toute l'histoire du QI, de l'intelligence humaine, et qui fait vraiment une revue de la littérature fantastique. Et on trouve, page 196, ce tableau qui est fondé sur des énormes échantillons, j'ai oublié exactement le détail, où on voit que la probabilité d'avoir le bac, c'est de ça qu'il s'agissait, augmente avec le QI, mais c'est toujours croissant. Il n'y a aucun moment ça ne redescend, et les QI supérieurs à 120 ont donc beaucoup plus souvent le bac que les QI supérieurs dans la norme ou inférieurs à 90. Ça, c'est un premier argument pour dire non, il n'y a pas plus d'échecs scolaires chez les enfants précoces. D'autres arguments indirects sont des études sur non pas l'échec scolaire, mais sur les élèves sous-performants, underachievers, c'est-à-dire ceux qui éventuellement réussissent bien à l'école, mais pas au niveau qu'on pourrait attendre compte tenu de leur QI. Donc c'est par exemple quelqu'un qui a un QI très supérieur, 150 par exemple, et qui a des résultats assez bons, mais sans plus à l'école, au collège ou au lycée, voilà, quelqu'un qui serait classé dans les underachievers. Alors il y a pas mal d'études sur les sous-performants, et en général on trouve à peu près autour de 30% de sous-performants, parmi lesquels donc beaucoup réussissent, ne sont pas en échec scolaire. Et donc ça veut dire que cette histoire de 30%, ce nombre de 30% d'échecs scolaires, alors évidemment, ne parlons évidemment pas des 50 et 70%, n'est pas du tout crédible, et en tout cas il est appuyé sur rien, mais tout laisse à penser que ce n'est pas du tout le cas, et que les enfants précoces en tout cas sont beaucoup moins en échec scolaire que les autres enfants. Voilà, ça c'était donc pour vous montrer sur le cas de l'échec scolaire, et puis auparavant sur le cas de l'anxiété, comment des légendes ont pu s'installer comme ça. Et si vous cherchez sur Internet, en fait il est extrêmement difficile de trouver quelque part, sur Google, je parle pas là. Si vous allez chercher du côté de la science, vous trouverez l'inverse, mais si vous allez chercher
sur Internet de manière générale, vous aurez beaucoup de difficultés à trouver un site qui vous dira que les enfants précoces réussissent mieux que les autres. Au contraire, on va vous dire que les enfants précoces réussissent moins bien, sont en échec scolaire, sont très anxieux, etc. Voilà, pour terminer et revenir un petit peu à la science avant de conclure, je vais vous présenter une étude et ça illustrera aussi le fait qu'on peut quand même, encore aujourd'hui et sans avoir beaucoup d'argent, faire des études correctement sur les enfants précoces. Alors je vais vous montrer donc une étude qu'on vient de publier là, il y a une semaine à peu près, qui concerne les troubles émotionnels, c'est un peu plus général que l'anxiété, les troubles émotionnels, comportementaux, déficit d'attention, difficultés sociales, etc., chez des enfants précoces de 5 à 6 ans. Alors avec toutes les limites évidemment que je vais détailler après. Alors comment cette étude a été faite ? Eh bien, on a profité du fait qu'il existe une cohorte qui s'appelle la cohorte Eden d'enfants qui ont été choisis non pas après la naissance mais avant. En fait ce sont les mères qui ont été recrutées avant la naissance de l'enfant et donc on a des données sur ces enfants depuis avant la naissance jusqu'à maintenant 8 ou 10 ans mais on n'a pu accéder pour l'instant qu'aux données jusqu'à 6 ans. Et on a ici un échantillon de à peu près 1000 enfants, un peu plus que 1000 enfants, tout à fait intéressant parce que, comme il est tiré de la population générale, eh bien le sous-échantillon d'enfants précoces, ils sont un peu plus d'une vingtaine, c'est pas énorme, mais ça suffit quand même pour trouver certaines choses. Ce sous-échantillon donc est a priori dénué de tout biais, contrairement à ce qui se passe dans la quasi-totalité des études. Voilà, et cette cohorte Eden n'a évidemment pas été créée pour étudier les enfants précoces, elle a été lancée pour étudier les difficultés d'apprentissage et les prédicteurs précoces de ces difficultés d'apprentissage. Donc c'était quelque chose complètement différent, plutôt du domaine médical et santé, mais enfin, comme on a pu avoir accès aux données, on a pu aussi étudier quelque chose du coup sur les enfants précoces et vérifier si oui ou non, tester si oui ou non ils avaient des difficultés particulières. Donc voilà, on a 1100 enfants au total, recrutés avant la naissance. Parmi eux, 23 enfants à haut potentiel intellectuel au sens de QI supérieur à 130. Le QI était obtenu avec la WIPSI. Et puis les difficultés émotionnelles, comportementales, etc. étaient relevées par le Strength and Difficulty questionnaire, qui est un questionnaire rempli par les parents. Alors à partir de cet échantillon, on a pu étudier, donc faire différents groupes, en fait les enfants avec retard mental, les enfants dans la norme, et puis les enfants à haut potentiel intellectuel, et comparer ces différents groupes pour vous dire sur ce qui nous intéresse vraiment, c'est-à-dire les difficultés émotionnelles, etc. On a trouvé aucune différence significative entre le groupe normal et le groupe des enfants à haut potentiel intellectuel, sauf de manière marginale, mais c'était pas significatif vraiment, mais pas loin, pour difficultés émotionnelles, et on a regardé ça un peu plus en détail. Alors je vais un tout petit peu détailler ça parce que ça me paraissait important du point de vue méthodologique en tout cas. Pour vérifier si c'était vraiment un signe ou si c'était seulement du bruit, on a d'abord utilisé, et là vous repensez à ce que je vous ai dit sur l'essentialisme, on a d'abord fait une analyse de sensibilité pour voir si lorsqu'on change la définition des enfants précoces, ça a un impact. Par exemple, si au lieu de prendre un seuil de 130, on prend 125, qu'est-ce qui se passe ? Alors il se passe évidemment qu'on a beaucoup plus d'enfants précoces dans notre échantillon, mais la différence concernant les difficultés émotionnelles disparaît. Si on prend 120, ça disparaît aussi. Si on prend 135, ça disparaît aussi. Si on prend la définition plus souple dont je vous ai parlé de réal psychologie, qui consiste à dire qu'un enfant est précoce s'il a un QI supérieur soit du côté performance, soit du côté verbal, ça disparaît à nouveau, etc. En fait, les différences ne résistent à quasiment aucun changement et ça ne devient jamais vraiment significatif. Ça reste toujours marginal quand ça ne disparaît pas complètement. Deuxième chose qu'on a faite, c'est regarder plus en détail à l'intérieur des différents items, voir d'où venait cette différence, et on retrouve un seul item qui explique la différence et qui est pour le coup tout seul significatif, c'est l'item worry, c'est-à-dire qui correspond à la question a souvent l'air soucieux. Voilà. Et comme c'est indépendant, c'est-à-dire que les autres items correspondant aux difficultés émotionnelles ne différencient pas les surdoués des autres, on peut penser qu'en réalité, c'est pas une question vraiment de trouble émotionnel ou de difficulté émotionnelle générale, c'est plutôt une difficulté d'avoir l'air, un résultat du fait, une conséquence du fait que les enfants précoces peut-être ont souvent l'air pensifs à cet âge, à 5-6 ans. Parce qu'on peut penser que pensif et soucieux sont deux choses assez proches que les parents peuvent éventuellement confondre.
En tout cas, voilà, vous voyez ici la courbe qui représente le score de difficulté émotionnelle selon le SDQ en fonction du QI, et donc on ne voit pas remonter la courbe à la fin, comme vous pouvez le remarquer. On ne la voit pas non plus descendre, remonter dans les plus basses valeurs du QI. En fait, il n'y a absolument aucun signe, ni dans un sens, ni dans l'autre. Alors bien sûr, il faut admettre des limites à cette étude, et la plus évidente, c'est qu'on a des enfants de 5 à 6 ans, et c'est un peu jeune pour que les éventuelles difficultés émotionnelles apparaissent déjà. Ils sont un peu jeunes, ils ont déjà eu pendant quelques années la confrontation avec l'autre, ils sont déjà scolarisés, mais malgré tout, on dit en général que les difficultés apparaissent plutôt au début de l'adolescence, par exemple. Et donc il faudrait des études sur des enfants plus âgés pour pouvoir véritablement conclure. Mais vous l'avez vu tout à l'heure dans la méta-analyse, indépendamment de cette étude-là, les résultats ne vont pas du tout dans le sens de la légende selon laquelle les enfants précoces ont des troubles émotionnels. Voilà, il reste qu'on peut encore affiner les choses et continuer à faire des recherches là-dessus. On espère avoir bientôt les données pour 8 ans et puis dans quelques années pour 11 ans, et on pourra alors peut-être vérifier ce qui se passe pour les enfants plus âgés. Voilà, pour conclure, je voudrais vous proposer, parce que je vous ai peut-être inquiété en vous disant, voilà, dans les médias, il y a une légende qui se répand et puis qui atteint maintenant le ministère, qui fait que, et en tant que scientifique, ça doit quand même nous gêner, indépendamment des conséquences. Je ne sais pas s'il y a des conséquences négatives vraiment à attendre, mais au moins une conséquence négative, c'est qu'on est en train de dire aux enseignants quelque chose de faux, en leur disant voilà qui sont les enfants précoces, et au lieu de lutter contre les stéréotypes qu'ils peuvent avoir, on est en train d'installer de nouveaux stéréotypes qui sont, pour certains, contraires aux résultats scientifiques. Et donc il me semble important de raisonner aussi là-dessus, de réfléchir aussi à un moyen de contrebalancer ça. Et voilà, donc mon plan d'action en 3 étapes, c'est d'abord de développer de bonnes recherches, comme celle que je viens vous présenter, en espérant que ce soit bien une bonne recherche, peut-être évidemment avec des choses plus concluantes, c'est-à-dire avec des âges plus intéressants, etc., en utilisant ce que je vous ai dit tout à l'heure, soit des études à grande échelle qui au départ ne sont pas faites nécessairement pour étudier les enfants précoces, mais aussi d'autres méthodes, d'autres designs expérimentaux. Et ensuite, il me semble important que des chercheurs se mobilisent pour reprendre la parole au ministère et dire attention, n'affirmez pas des choses sans aller d'abord vérifier que la science dit bien ça et ne dit pas le contraire, et faites la différence entre les résultats prouvés et puis les témoignages qu'on peut obtenir à partir des associations qui sont évidemment précieux, mais qui ne remplacent pas la science et les enquêtes et les observations à grande échelle. Et enfin, il me semble important, et ça, je l'ai mis en 3e parce que c'est, je pense, le plus difficile en fait, que les chercheurs reprennent la parole aussi dans les médias pour pouvoir contrer cette légende qui naît, ou cette opposition d'ailleurs entre deux légendes, parce que par exemple pour l'échec scolaire, on a une opposition entre ceux qui disent que les enfants précoces sont tous brillants et ceux qui disent que les enfants précoces sont à risque d'échec scolaire. La réalité est entre les deux, donc c'est très difficile à faire passer dans les médias parce que, comme je disais tout à l'heure, ça n'est pas télégénique, mais la réalité c'est que les enfants précoces sont parfois en échec scolaire, ça ne fait aucun doute, mais qui sont quand même moins en échec scolaire que ceux qui ne sont pas précoces. Voilà. J'ai dépassé mon temps de 3 minutes, je m'arrête ici. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.